We have an excellent lineup of people today. Nous avons beaucoup d'intervenants qui vont participer, qui sont des très bons intervenants, des acteurs de paix. Je veux encourager tout le monde à s'introduire, enfin, dans la partie suivante, parce que il y a plusieurs intervenants d'abord, et ensuite, vous pourrez tous participer dans la deuxième partie. Et donc, n'hésitez pas à lever la main et à parler et à vous présenter. Chacun peut parler 3 minutes. C'est maintenant Elga Zep-Larouche qui va parler, l'initiatrice de cette coalition internationale pour la paix, qui est présidente de l'Institut Schiller. Je veux vous dire la bienvenue à tous. C'est aujourd'hui le 9 mai et à Moscou, il y a des grandes célébrations à propos sur la victoire contre le national-socialisme. Et l'armée soviétique a eu un rôle décisif dans cette défaite. Et donc, il y a un grand rassemblement de chefs d'État, naturellement Xi Jinping, Lula da Silva du Brésil et de nombreux autres leaders qui sont réunis là-bas. Il y a eu un- une parade militaire très impressionnante où des héros de la Grande Guerre patriotique ont été nommés et honorés. Il y a eu de nombreux accords signés à ce moment-là entre le président Poutine et le président Xi, qui ont tous les deux insisté que le partenariat et l'amitié entre la Chine et la Russie n'ont jamais été à un aussi haut niveau qu'aujourd'hui. Et ils ont également signé une vingtaine de différents accords pour une coopération intensifiée. Et pour vous donner juste un premier sens de l'état d'esprit, je vais vous lire quelques paragraphes de la déclaration conjointe qu'ils ont faite. Ils affirment que les deux parties vont défendre résolument agir dans le sens de la défaite de la victoire contre le nazisme et, et lutter contre la tentative de falsifier cette histoire et d'insister sur le rôle décisif de la Russie et de la Chine dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut lutter contre la destruction des mémorials qui ont été bâtis pour célébrer la victoire de cette Seconde Guerre mondiale. Et il faut lutter contre cette idéologie misanthropique du nazisme. Et nous allons continuer conjointement à lutter contre la glorification du nazisme, la montée du néo-nazisme, le revanchisme nationaliste qui contribue à différentes formes de discrimination raciale, la xénophobie, différentes euh, racismes qui sont à lutter. Ils veulent lutter pour l'intégrité, la stabilité, l'intégrité, et il faut avoir une relation normale entre les deux États et éviter les ingérences dans leurs affaires intérieures, agir pour le développement et la préservation des identités culturelles et des valeurs morales. Ces avertissements Ces avertissements ne sont pas, faut voir si ces avertissements n'auront pas été en vain, car il y a beaucoup d'efforts pour essayer de changer la réalité de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale et de réécrire l'histoire. André Kotonov, qui a été jusqu'à la fin 2024 le directeur de l'Institut russe des des affaires stratégiques, le RIAC, il, euh, il a insisté que cette tentative de réécrire l'histoire euh, est, est dangereux, cette volonté de présenter les États-Unis comme le principal acteur de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Et Et vous pouvez voir qu'avec les événements qui ont eu lieu hier à Berlin, que cela est la réalité. Les Européens célèbrent le 8 mai comme étant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le gouvernement
a fait interdit strictement de montrer tout drapeau soviétique ou russe. Et en résultat de cela, il y a eu beaucoup de drapeaux ukrainiens aux différents sites de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et aussi des drapeaux de l'OTAN. Et supposément, la Russie aujourd'hui a conduit une guerre d'agression contre l'Ukraine. Et je dois noter qu'il y a un livre écrit par Scott Horton de 900 pages qui, en grand détail, documente la préparation de 30 ans par les États-Unis et les Britanniques et l'OTAN pour ce qui est devenu ensuite la guerre en Ukraine, incluant l'extension extrêmement agressive de l'OTAN. C'est très terrible. La Commission européenne interdit également les leaders européens de participer aux célébrations de Moscou. Cela a été ignoré par le Premier ministre Fico de Slovaquie, le président serbe Vučić, qui a eu un atterrissement d'urgence à Bakou en Azerbaïdjan à cause d'attaques de drones sur l'aéroport à l'aéroport de Moscou, ce qui a un peu empêché un grand nombre de gens d'arriver à temps à leur destination à l'aéroport. Et l'opportunité a été complètement manquée. Car si les leaders européens avaient montré un sentiment de grandeur, ils auraient participé aux célébrations de Moscou, ils auraient invité la Russie et la Biélorussie à participer aux événements à Berlin. Au contraire, ils les ont empêchés, ils ont donné ordre qu'ils devraient être exclus s'ils voulaient participer. C'est qu'on aurait dû les empêcher d'y aller. C'est une réécriture de l'histoire. C'est des événements très inquiétants, particulièrement parce que le nouveau chef d'État en Allemagne, Friedrich Merz, le nouveau chancelier, qui a été élu au deuxième tour, dans une interview avec la deuxième chaîne allemande. On lui a demandé est-ce qu'il planifie toujours d'envoyer les missiles Taurus en Ukraine. Et il a dit d'une façon complètement nonchalante, comme s'il avait dit une banalité, comme s'il avait dit je me brosse les dents tous les matins. Et il a dit oui, l'Ukraine peut compter sur moi tout à fait, indirectement, disant donc qu'il allait bien livrer les missiles Taurus à l'Ukraine, qu'il allait bien autoriser qu'ils soient utilisés contre le territoire russe. Ils ont 500 kilomètres de distance qu'ils peuvent atteindre. Donc, la cible des missiles serait donc le territoire russe et Moscou. Ils pourraient même être activés pendant que les célébrations ont lieu, car les experts pense que, étant donné que les données des cibles potentielles en Russie sont déjà connues, eh bien, il n'y a pas besoin là d'aide américaine du GPS, puisque il y a déjà les connaissances des cibles aujourd'hui, des cibles des manifestations en Russie. Donc, il y a un danger que si ces missiles Taurus étaient déployés, utilisés par les Ukrainiens, ça leur rendrait l'Allemagne dans la minute comme étant partie prenante à la guerre et étant comme une cible pour la Russie. Et Merz a appelé Netanyahou, il a assuré que la sécurité d'Israël est la raison d'être de l'Allemagne et dans dans cette formulation qui a été amenée par Merkel il y a quelques années, et il a exprimé ses inquiétudes sur l'avenir des otages, et aussi il a tout de même parlé des Gaza, que l'aide humanitaire devrait être amenée, et c'est un cynisme complet, étant donné que ce qui a lieu actuellement à Gaza peut uniquement être comparé à ce que la Wehrmacht a fait avec
le blocage de Leningrad à l'époque en utilisant la famine et, ou le nettoyage ethnique où les choix n'avaient que le choix de soit mourir, soit partir. Donc, c'est c'est une situation il y a quat 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si l'on ne sort pas de cette, situation, eh bien, nous voyons un danger d'une nouvelle guerre mondiale, que ce soit suite à la situation en Ukraine ou la situation en Asie du Sud-Ouest ou entre l'Inde et le Pakistan ou aussi avec les tensions dans le Pacifique qui ont le potentiel, théoriquement d'amener à une guerre mondiale. Donc, nous devons vraiment doubler, tripler, multiplier nos efforts. Par rapport à la situation à Gaza, nous avons 5 semaines, maintenant que 4 semaines de mobilisation de la coalition internationale pour la paix. Nous voulons absolument faire toutes les actions possibles pour mettre le plan Oasis à l'agenda. Dans la prochaine rencontre qui aura lieu à New York, la conférence à New York sur la Palestine, où sous le patronage du président Macron et de l'Arabie saoudite, du 2 au 4 juin, il y aura une conférence sur la solution à deux États pour la Palestine et Israël. Et nous disons qu'il faut vraiment combiner cela avec une perspective de développement pour toute la région, pour toute l'Asie du Sud-Ouest, de l'Inde au Moyen-Orient, du Caucase au Golfe, pour étendre l'initiative de la ceinture et la route jusqu'à ce qu'on appelle le Moyen-Orient pour transformer cela dans une nouvelle dynamique. Et donc, nous devons encore discuter de tout cela aujourd'hui et de la nécessité absolue de sortir de la situation actuelle de confrontation géopolitique entre un système en effondrement, de système occidental néolibéral qui veut toujours garder sa domination plutôt que de faire un changement de paradigme vers un nouveau paradigme de coopération avec le Sud global pour parler de tous les problèmes dans le monde. Nous devons donc avoir une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. C'est toujours ce qui est à l'agenda, sur quoi nous devons insister. Merci Elga pour cette introduction et pour cette vision générale de la situation. Je voudrais maintenant donner la parole à Mossi Raz. Il est ancien membre de la Knesset, du Parlement israélien, et ancien directeur général de Peace Now, la paix maintenant, qui participe donc à des manifestations contre Netanyahou, des mobilisations importantes qui ont lieu en Israël. Merci de participer. Merci Anastasia. Et je veux aussi remercier Elga Zeplarouche. Merci pour l'invitation. Comme vous le savez, dans la dernière 1 an et 7 mois, je ne sais pas si on peut l'appeler une guerre dans ce conflit sanglant, même dans les derniers jours, il y a une centaine de Palestiniens, la plupart des civils ont été tués. À Gaza, 2 soldats israéliens ont été tués à Gaza et il semble que le gouvernement israélien n'ait aucune idée de leur objectif dans cette guerre. Ils, ils, ils pensent qu'ils peuvent atteindre quelque chose, mais en tout cas, il faut savoir quel est l'objectif. Ils disent, nous voulons détruire le Hamas. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Probablement, ce n'est pas possible, mais c'est ce qu'on a entendu dans les 19 derniers mois. En Israël, la société est, est une des victimes des crimes du Hamas, une des victoires par rapport à cette situation, cette attaque du Hamas. Les gens en Israël perdent leur, euh, leur, euh, leur morale
On a une situation très problématique, mais la société civile israélienne a, a une forte solidarité avec les otages et cela fait beaucoup de... Il y a des dizaines de milliers qui vont dans les rues pour manifester chaque semaine depuis des mois. Beaucoup d'entre eux vont dans la rue pour manifester tous les jours et la cause principale n'est pas d'arrêter la guerre. La cause principale, c'est de libérer la libération des otages. Mais par rapport à cette libération des otages, vient aussi la question de la fin de la guerre. Il faut se souvenir que, car tout le monde parle de la guerre, les gens devraient parler. Il faut parler de la guerre, car des dizaines de Palestiniens sont tués tous les jours et des, des- énormément de Palestiniens à Gaza sont en risque de mourir, de mourir. Donc, même en Israël, des gens sont tués. Les gens, il faut parler de cette guerre. Mais le gouvernement étend les colonies dans les territoires occupés et ils vont petit à petit vers des nouvelles annexations, des annexions, et ils vont probablement, il y a des petites actions, étape après étape, petit à petit, ils changent la situation sur le terrain dans les territoires palestiniens occupés. Je ne parle pas là de Gaza, mais je parle de la Cisjordanie. Et bien sûr, nous avons toujours... je, je suis revenu en Israël depuis Genève il y a quelques jours et mon avion a été annulé par rapport aux Houthis au Yémen, les États-Unis qui ciblent les États-Unis et Israël. Il y a eu un accord, mais les missiles, il y avait donc les missiles entre Israël, le Yémen, les Houthis et peut-être donc les Américains. En fait, cela continue, cela affecte. En Israël, personne n'a été tué depuis des mois par ces missiles, mais cela affecte toujours la vie de tout le monde. Et bien sûr, il y a la situation en Syrie où Israël occupe le sud de la Syrie et il y a des négociations entre Israël et la Turquie à propos de la Syrie. Au lieu d'avoir une Syrie indépendante, chaque superpuissance dans la région essaye de voir ce qu'ils peuvent en prendre pour eux. Mais pour le conflit le plus sanglant c'est en- entre Israël et Gaza, le, le pire. Donc le meilleur plan, le plus viable, c'est le plan égyptien qui a été accepté par une résolution de la Ligue arabe. Ce plan est très détaillé, plus de, il y a de nombreuses pages parlant de tout, de nombreuses choses, de créer un comité, et il y a des choses qui ont été acceptées par Israël et par l'autorité palestinienne, et bien sûr par les Égyptiens, car ils les proposent. Ils veulent créer donc un comité qui puisse rendre Gaza un endroit meilleur. Mais rien ne peut commencer avant la fin de la guerre, avant que l'on ait un cessez-le-feu. Et malheureusement, le plan égyptien qui a été adopté par la Ligue arabe
ne parle pas de cette question de comment arriver à un cessez-le-feu, comment mettre fin à la guerre. Et les deux parties, pour les deux parties, il semble que le Hamas comprenne que si il libère tous les otages, alors ils perdent tout moyen de pression. Et de l'autre côté, en Israël, la majorité n'acceptera pas de mettre fin à la guerre sans libération des otages. Ils n'accepteront pas la fin de la guerre en Israël sans la libération des otages. Et sur le terrain, on ne voit aucune suggestion, on ne voit aucun programme par l'Égyptien, par la Ligue arabe, par Israël, par les États-Unis, par le Qatar ou je ne sais pas qui, pour mettre fin à cette terrible guerre. Il y a 2 millions de personnes qui souffrent à Gaza. Nous devons trouver une façon il y a des manifestations en Israël, il y a des manifestations dans le monde. Ce n'est probablement pas pas suffisant. Et l'opinion de Trump, il change souvent. Et donc aujourd'hui, tout fonctionne ici avec les armes américaines, l'argent américain, en tout cas la majorité. Mais en tout cas, si le président Trump veut arrêter, eh bien, il peut arrêter les choses en une minute. Donc tout ça est à propos de Gaza. Et je veux dire encore, pour le, il faut il y a un accord, il faut un accord entre Israël et la Palestine, la Syrie. Il y a seulement un plan qui puisse fonctionner, c'est le plan de la Ligue arabe, qui est soutenu par 20 pays arabes et de nombreux pays dans le monde, probablement la plupart d'entre eux. Et il y a des extrémistes en Israël et en la Palestine qui s'opposent à cela. Ils pensent que il y a des Israéliens qui pensent que tout peut fonctionner sans la Palestine et des Palestiniens qui pensent que les choses peuvent fonctionner uniquement sans Israël aussi. Mais il faut l'aide de la communauté internationale, de la majorité des gens modérés, pour soutenir cette idée de mettre fin à la guerre, de retourner aux frontières de 67. Merci beaucoup Thank you for de joining us, m'avoir permis Mosiraz. de So participer. you'll find Merci people beaucoup, Mossiraz, very d'être well avec nous, d'avoir été avec Dr. nous, Danny Ritchie, d'être avec nous. Et ensuite, le founder prochain and health evangelist intervenant of Rhode Island, est of important. Vous allez American pouvoir against genocide, euh, and there's a l'écouter. conference that they'll be C'est having in Danny December. So I just Ritchie, want to make a fondateur quick note du now comité Health that Innovations of Rhode Island, de Rhode Island. to anybody on the Et je island or in veux Gaza, juste appeler if you déjà have toute personne de la coalition connections into the pour Trump la paix. administration, Si vous avez des connexions avec l'administration Trump, il faut leur transmettre ce despite what's message happening qu'il y a un in the changement world. qui a lieu actuellement dans le monde. And Il y a des Israéliens qui veulent this fight, mettre fin à ces combats really it's a et genocide that we're c'est seeing un génocide que nous voyons Dr. Ritchie pointed out. actuellement And et this dont le is docteur an incredible Ritchie va parler. Il y a on affame les of enfants à Gaza, people who want to mais il y a des gens including within qui veulent the CNBC agir, network, the Make incluant America dans Great le Again mouvement network, des MAGA, Make America Great Again. Dans dans ces groupes, il y a des gens qui veulent une I paix see en you there, Palestine, qu'on arrête le carnage. Je veux donc donner la parole au docteur Danny Ritchie. I see you.
de Community Health Innovations de Rhode Island. Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis avec les médecins contre le génocide. Je vais parler de certaines de leurs campagnes. J'ai rejoint ce groupe parce que j'ai pris connaissance de leur campagne qui s'appelle Malades de génocide. Et j'avais l'impression de souffrir moi-même de ce qui se passe en Palestine. Je suis professeur et j'ai une organisation qui s'appelle la santé de la communauté, etc. Alors, les médecins contre le génocide s'est focalisé sur la situation à Gaza. Je pense que ça a commencé en 2023. Et cela a grandi dans la période récente. Mais j'ai rejoint ce groupe parce que je pense que moi-même, étant médecin, je suis concernée par ces questions comme tout autre médecin. Nous sommes préoccupés par la santé, c'est notre focus. Le plus récemment, avec le massacre ou le génocide, nous voyons que la nourriture est utilisée comme arme, mais il y a tant de niveaux auxquels ce génocide se déroule. Il y a aussi beaucoup de morts parmi les médecins et les infirmiers. Les attaques prennent souvent pour cible les enfants. Alors, lorsqu'on me demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, les Israéliens, je ne sais pas exactement. Il semblerait bien que ce soit du nettoyage ethnique pour vider la région. Et nous avons commencé une campagne qui s'appelle Du pain, pas de bombes. Parce que tous les génocides qui se déroulent dans le monde à cause du fait que l'argent des contribuables est utilisé pour financer ce genre de guerre, ce qui nous fait directement complices. Nous devrions utiliser l'argent pour faire du pain, pour nourrir les enfants. Nous devons nourrir et prendre soin de l'ensemble de la population, bien sûr. Mais je suis aussi un militant pour la paix depuis mon jeune âge. Je suis afro-américaine ou américaine native. Mon père, c'était un juif ukrainien de deuxième génération qui s'est porté volontaire pour combattre dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il a refusé de partir, même quand, bien qu'il ait été interprète pour les Américains au cours du tribunal de Nuremberg. Donc, je connais cette histoire. J'ai vécu cette histoire depuis mon enfance. J'ai vu ce qui se passait en Allemagne nazie. J'ai vu où on m'a fait voir, on m'a présenté les images d'enfants et d'autres complètement affamés, émessiés. Et quand on dit plus jamais, il faudrait vraiment que ce soit jamais plus, plus jamais. Et quand on voit ce qui se passe en Palestine, quand on voit que la même chose se reproduise contre un autre groupe ethnique,
Pour moi, c'est incompréhensible. Donc, nous devons constamment parler à Washington avec nos élus de ces problèmes-là, de la nécessité de mettre fin à ce massacre, à ce génocide perpétré par les Israéliens à Gaza. Je crois que c'est le plus que je peux dire. Du pain, pas des bombes. Parce que je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont souffert aussi, et pas seulement ceux dans la région. J'ai mis les liens dans le chat à la pétition que vous avez mentionnée, dit Anastasia. Je sais que je connais bien le docteur Jabor, l'un des fondateurs de ce groupe de médecins contre le génocide. Et je vous remercie de votre activité. Nous avons eu une activité hier à Washington. Il y en a eu une autre, une conférence de presse il y a 2 mois, dans le cadre de visites dans les bureaux des élus. Et la suivante sera le 21 mai. Et vous verrez sur le site une vidéo de notre dernière conférence de presse à Washington où nous avons lancé cette campagne du pain, pas des bombes. OK, merci, dit Anastasia. Je vais afficher aussi ce lien pour nos auditeurs. Maintenant, je vais demander à Helga si elle a une réponse à la discussion jusqu'à présent. Je ne peux que dire que c'est vraiment horrible et le fait que le peuple allemand, parmi tous les peuples, c'est terrible de voir que 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est pas plus conscient du fait que ce que nous devions faire après, pour les leçons à tirer de cette période de la période du nazisme, ça serait d'aller de l'avant et de faire quelque chose. Et il y a cette idée fausse que cette mauvaise idée que la sécurité d'Israël, que Merkel avait donné cette formulation idiote, notre raison d'être. Et donc nous envoyons aussi en effet des armes à Israël, ce n'est pas seulement les États-Unis. Et je peux juste dire que, quoi qu'il en soit, nous devons atteindre un point d'une perspective réaliste. Comment arrêter cela? Et je voudrais amener dans la discussion encore ce que j'ai dit dans ma remarque initiale. Comment, comment pouvons-nous arrêter cela? Cela peut être arrêté par le peuple israélien. Bien sûr, ils doivent s'assurer que cela change vite. Mais nous savons bien sûr, que le gouvernement israélien est soutenu par les États-Unis, par le gouvernement américain. Et c'est pour cela qu'ils se sentent la possibilité de continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Et comment intervenir? Et la seule idée possible que j'ai eue, que nous avons eue, c'est que nous devons changer toute la dynamique de la région, pas juste l'Israël et la Palestine, car il semble que cela soit complètement coincé si on pense à uniquement ces pays-là. Il faut réunir tous les pays de l'Asie du Sud-Ouest, également la Russie, la Chine, l'Iran, l'Égypte et d'autres pays, et qu'on les réunisse, qu'ils se réunissent et qu'ils amènent de façon forte une perspective de développement, qu'ils mettent le plan Oasis sur la table et qu'ils invitent le président Trump à se joindre à cela et qu'ils disent en gros, voilà, le gouvernement chinois a prouvé
ils peuvent reverdir le désert. Ils ont repris, reverdi une zone désertique en Chine de l'équivalent de la taille de l'Allemagne, où il y a maintenant des forêts, de l'agriculture, il y a la création il y a de l'eau avec la désalinisation, il y a des canaux, et ils peuvent aussi reverdir le désert encore plus. On peut construire des nouvelles villes. On peut faire en sorte que toute la région, qui est aujourd'hui un désert, soit habitable pour tout le monde. Et là, on changerait l'environnement, on donnerait une vision pour le futur, particulièrement les jeunes gens des deux côtés. Alors là, ils comprendraient que c'est quelque chose pour lequel il faut se battre pour sortir du cycle de la violence. Si ces grandes puissances, des BRICS et des États-Unis, agissaient ensemble, allez, nous soutenons le plan Oasis et nous discutons de ces solutions, les solutions à deux États dans cette conférence de juin et que nous y ajoutons ces grands projets de développement, eh bien, c'est la seule façon d'arrêter, de changer la donne à court terme et à moyen terme. Merci, Elga. Et je veux voir maintenant si Mosi Raz ou le docteur Ricci aurait une réponse à ce que Elga a dit. Mosi Raz dit, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse, car si quelqu'un a une réponse, s'il vous plaît, aidez-nous. Mais en tout cas, je suis d'accord par, avec ce que Elga a dit. Et je pense que d'une façon, le plan égyptien prend en considération certaines de choses qui ne sont pas loin du plan Oasis, mais je suis totalement d'accord que nous devons inclure d'autres nations. Nous devons mettre des choses sur la table et aujourd'hui, le peuple israélien ne sait pas quand seront les prochaines élections. C'est censé être dans un an et demi, mais en fait, rien n'est certain et nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je pense que nous devrions faire beaucoup de pression sur des deux côtés, aussi sur le Hamas, pour accepter un accord de libérer tous les otages et tous les prisonniers, de mettre fin à la guerre des deux côtés. Les deux côtés euh, doivent se mettre d'accord pour cela. Et je comprends pourquoi le Hamas ne veut pas, parce qu'ils ont peur que ce soit la fin après. Et je comprends pourquoi le gouvernement israélien ne l'aime pas non plus, malgré que la plupart du peuple israélien le soutient. Je comprends, mais en tout cas, nous devons aller dans cette direction. Et je pense que ce que Merkel a dit, que c'est la raison d'être de l'Allemagne, mais c'est d'assurer la sécurité d'Israël. L'un des objectifs de l'Allemagne, si c'est la sécurité d'Israël, si c'est l'un de ces objectifs, c'est bien, mais la sécurité d'Israël ne veut pas dire la guerre, ne veut pas dire de tuer des gens. Et il n'y a pas de façon d'assurer la sécurité d'Israël avec la guerre. La seule façon d'assurer la sécurité d'Israël, c'est d'avoir des accords. Il faut des accords. Donc, je pense que c'est malheureusement, il y a donc il y a trop de divisions donc entre les soutiens d'Israël et les soutiens de la Palestine. Nous devons mettre fin à cette guerre, c'est dans l'intérêt de tous. Il faut soutenir Israël et la Palestine, il faut soutenir la paix et les droits humains. Il faut être contre les murs, contre les crimes. Merci. Merci. Docteur Ricci dit, j'ai pensé très intéressant, des suggestions. Il y a eu différentes suggestions de plusieurs pays dans la région pour se réunir, pour agir en concert. Et je sais qu'il y a
des problèmes avec le plan égyptien. J'ai regardé un article à l'instant. Je sais qu'il y a des problèmes. Il faut être attentif, à faire attention à soutenir cela comme des solutions, car il y a quand même des défauts. J'ai trouvé un article qui, qui dit que ce plan a donc certains problèmes. Et il y a certaines parties qui peuvent être, qui, qui, il y a certaines parties intéressantes, certaines parties qui ne sont pas intéressantes. Et c'est un peu court quand même, je pense, ce plan. Et quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport, il y a eu un accord après les autres cessez-le-feu. Il était censé avoir une libération des otages et d'avoir un cessez-le-feu complet. Et les otages auraient été libérés. Mais c'était la suite. Et ce n'est, le Hamas a été d'accord avec cela. Mais c'était censé être le plan. Mais les États-Unis sont venus et ont décidé avec Israël que non, nous n'allions pas passer tout de suite à cette phase-là. Et il y a eu un accord, en fait. Donc, ils ont décidé de ne pas le respecter. C'est, c'est, c'est le problème du nettoyage ethnique que fait Israël avec le soutien de l'Amérique. Oui, dit Anastasia, je pense que la chose principale, c'est de faire en sorte de changer la position des États-Unis, d'arrêter, que les États-Unis arrêtent de soutenir ce nettoyage ethnique. C'est la chose clé pour arrêter cette guerre. Et donc, j'ai vu que le président Donald Ramotar est en ligne. C'est l'ancien président du Guyana, qui est souvent dans cette coalition internationale pour la paix. Je voulais voir si, président Ramotar, vous aviez quelque chose à dire, quelques réflexions à nous partager. Donc, le président Ramotar dit, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est la question du développement. Et donc, par rapport à la question du plan Oasis, qu'il y a, je pense, c'est l'une des choses clés pour, pour vous. Il faut, pour parler d'une paix durable, on ne peut pas séparer le développement de la paix. Et pour une paix donc durable, nous devons avoir du développement social et économique. Et il faut avoir de la justice sociale, de la justice pour tout le monde. Et, et donc le plan Oasis est très important. Je pense que le plan chinois, la ceinture et la route, a beaucoup de similarités avec le plan Oasis. Le plan de Biden, il parlait de construire des infrastructures, mais malheureusement, son objectif était mauvais. Il ne veut pas aider à développer les pays. Donc, les pays du G7 parlent de plus de quelque chose d'une tactique, plus pas un changement stratégique pour avoir une paix durable. Il faut vraiment avoir quelque chose d'élaboré pour une paix durable. Et donc, le plan Oasis de l'Institut Schiller est très important pour promouvoir la nécessité d'une paix durable dans le monde. C'est ma contribution. Merci, Président Ramotar, pour ce que vous avez dit, notamment par rapport à votre stature, ce que vous représentez dans le monde. Donc, je pense maintenant ce que
J'aimerais maintenant, il y a différents fronts, différentes choses à parler. Aujourd'hui, il y a le génocide à Gaza, il y a ce qui se passe en Ukraine, le fait que c'est le 80e anniversaire de la défaite du fascisme. Il y a Larry Johnson vient de nous rejoindre. Je voudrais qu'il participe. C'est un ancien officier de la CIA. Il est cofondateur des Veterans Professional for Sanity, les vétérans du renseignement pour un retour à la raison, les VIPS. Merci de m'avoir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez les nouvelles par rapport à Alistair Crook, mais il y a différentes sources qui, qui disent que Trump annoncerait ce week-end un accord, une solution pour Gaza, une solution complète pour Gaza. Et partie de cela, la partie très intéressante, c'est que Trump n'est pas content du tout avec Benjamin Netanyahu, au point qu'il a arrêté les contacts avec lui actuellement. Et, et donc Ron Dermer, il a, il a, il a il pense que Trump pense avoir été manipulé par Netanyahou. Donc, si tout cela est vrai, on peut s'attendre à des changements intéressants pour mettre un fin à la famine qui est imposée au peuple de Gaza, à la population de Gaza. Je voudrais faire un point simple déjà. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont, sont sont en train, toujours, en fait, ils font des guerres illégales. C'est un principe simple. Nous n'avons jamais payé de prix en termes de sang. Ça ne nous a pas coûté nous n'avons pas eu de mort dans tout cela, dans toutes ces guerres. Et il y a eu des morts américains dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens, Steven Spielberg et d'autres qui en ont parlé. Les gens qui ont vécu ça maintenant sont moins nombreux et donc il n'y a plus la conscience aux États-Unis des conséquences de la guerre. Donc les États-Unis ont quand même fait des sacrifices importants pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et je vais vous donner une statistique simple. Alors là, ça coupe. On ne l'entend plus. Ah oui. Donc elle lui demande juste de reprendre un peu en retard. Alors, si ça vidéo. Alors ça coupe. Il y a un problème avec sa vidéo. Les, les Russes font la marche des immortels. Donc voilà, il lui. Donc ah oui, il coupe sa vidéo. Ils lui ont coupé sa vidéo pour qu'on puisse peut-être entendre mieux l'audio. Alors, c'est bon, nous l'entendons pour l'instant, maintenant qu'il n'a plus sa vidéo. Donc, il lui dit juste ce qu'il doit redire. Les statistiques, voilà les statistiques. Un, un Russe sur 5 est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. 20% de la population russe aux États-Unis, par rapport à la guerre en Europe, 1%. 1% est mort. Voilà, nous n'avons pas payé un grand prix. Il y a le nombre de familles qui ont été touchées par quelqu'un de cher qui est mort dans cette guerre. C'est minuscule par rapport à la Russie. Et c'est pour cela que nous continuons à mener des guerres en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, des guerres en Somalie, partout, car nous n'avons pas payé de prix. Et je déteste suggester qu'il fasse le faire,
que nous ayons un prix. Mais j'ai peur que c'est seulement quand nous aurons beaucoup de morts que là, nous allons réaliser qu'il faut avoir une autre route, une autre direction que celle de la guerre. Merci, Larry. Oui, en effet, espérons que nous n'aurons pas à en arriver jusque-là. Larry, je sais que certains de vos amis sont à Moscou, même s'il n'y a pas de délégation américaine officielle, mais est-il possible de nous dire qui sont là-bas? Il y a Ray McGovern qui, qui est en tournée en Russie. Donc, il est très heureux d'être là-bas. Il est allé avec Oliver Stone. Il était à la parade plutôt aujourd'hui. Il y a 7 heures que la parade a lieu à l'heure de Moscou. Ray a eu la chance de parler avec un certain nombre d'officiels gouvernementaux il a parlé à des étudiants, des groupes d'étudiants, et donc c'était très, très bien. Et les VIPs ont fait un memo, je crois, qui a été écrit par Scott Ritter. Scott Ritter a été, oui, le principal qui s'est agi pour le contrôle des armements. Il dit qu'il faut retourner au contrôle des armements. J'ai signé cela, donc dit Larry Johnson. Et je pense que les Russes vont faire très attention à signer un quelconque accord avec nous, car nous ne sommes pas fiables. Si vous faites un accord avec nous, eh bien, nous allons le rompre un peu plus tard. Nous ne prenons pas les accords au sérieux, tandis que les Russes prennent les accords au sérieux. Nous signons un accord et ensuite nous revenons dessus. Et l'histoire des États-Unis a été, je l'ai entendu de Sergei Lavrov, quand j'ai eu une réunion avec lui le 1er mars, que les États-Unis ont rompu tous les accords depuis George W. Bush, qui est sorti du traité sur les missiles balistiques. Il y a eu de multiples violations des accords de Minsk et Donald Trump est sorti de l'accord INF sur les missiles intermédiaires. Et donc, nous voyons que l'Occident intervient directement avec le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Et à la fin mars de 2022, quand les Russes avaient signé un accord avec les Ukrainiens, que les Ukrainiens donc avaient été prêts à signer pour mettre fin à la guerre, les États-Unis sont venus et ont demandé que les Ukrainiens sortent de cet accord, qu'ils ne finalisent pas cet accord. Ce qu'ils ont fait. Donc, les Russes ne sont pas stupides, ils se souviennent de tout cela. Et par la vertu du fait qu'ils s'en souviennent, eh bien, ils ne sont pas enclins à nous donner le bénéfice de la confiance maintenant. Larry, je veux vérifier, est-ce que vous pouvez encore rester avec nous? Il peut rester, super. Donc, nous allons pouvoir passer aux intervenants suivants et nous pourrons reparler un peu plus tard. Donc, maintenant, je vais donner la parole d'Anastasia au docteur Glenn Deason, qui est un professeur et auteur. Il a déclaré plusieurs fois dans cette coalition internationale pour la paix. Il y a eu beaucoup de discussions sur qui doit avoir lieu pour changer les États-Unis. Et je pense que il a été très actif pour tout cela. C'est quelqu'un qui est très utile d'avoir avec nous pour nous donner sa vision de la situation. Donc, nous allons écouter une vidéo, une interview. Bonjour, c'est Gerald Belsky de l'Institut Schiller et de la Coalition internationale pour la paix. Nous avons ici Glenn Deason, commentateur, auteur du livre sur la guerre à venir, la guerre en Ukraine et la nouvelle ère eurasiatique, le nouvel ordre eurasiatique.
Nous voulons aborder la question d'un nouvel ordre économique mondial. Vous avez, dans différents podcasts, parlé de la propagation du système américain d'Alexander Hamilton, de Friedrich List, de Sergei Witte et de l'expansion dans le monde de ce système, notamment la question du crédit dirigé pour le développement, y compris en Chine. Pouvez-vous parler de lien entre ce qui se passe en Russie et ce nouvel ordre émergent? Glenn Deason, sans vouloir simplifier la question, il y a de nombreux indicateurs qui se rejoignent. Si l'on regarde le système américain, cela s'appuie sur des piliers clés. Posséder sa propre industrie manufacturière, lier cela à l'industrialisation et la souveraineté industrielle et politique. Hamilton a clairement reconnu que si les États-Unis n'avaient pas leur propre industrie manufacturière, ils n'auraient pas pu préserver leur souveraineté politique. C'est donc un enjeu essentiel. Ça concernait surtout les corridors de transport comme les routes et les ports, suivis plus tard par les chemins de fer. Le troisième pilier est identifié comme l'autonomie financière, c'est-à-dire sous forme d'une banque nationale. Et une grande partie de l'économie est également liée à l'économie physique. Alors, intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'un genre de système américain se développe en Chine. Ils ont suivi plus ou moins ces mêmes trois piliers, c'est-à-dire qu'ils ont opté pour la souveraineté technologique, industrielle. Ils ont développé leur propre banque nationale et des systèmes de paiement. Et ils ont commencé à diversifier les devises en utilisant la monnaie nationale. Mais les idées d'Alexander Hamilton ont été reprises par Friedrich List et cela s'est répandu dans toute l'Europe et aussi en Russie, qui a largement fondé ses idées sur celles que Friedrich List promouvait en Allemagne. Il a fait la distinction entre le système impérial et le système national ou souverainiste. Et List avait compris que les Britanniques promouvaient le système impérial de libre-échange et il a constaté que le système de Hamilton ou le système américain était fondé sur la dignité nationale, l'autonomie et que c'était anti-impérial. Alors, ce que je vois dans le système américain, c'est qu'il y a la différence avec le système britannique. Et avec les Russes, aujourd'hui, on voit qu'ils veulent avoir une souveraineté technologique et industrielle dans le numérique, l'économie physique et financière aussi. Et ils défendent aussi le deuxième pilier qui est le corridor de transport, notamment en essayant d'intégrer le territoire russe et de le relier au continent eurasiatique. Aussi au niveau financier, ils veulent diversifier les banques, les devises, les systèmes de paiement pour gagner une certaine indépendance par rapport aux banques américaines et britanniques. Alors, on voit qu'il y a d'autres développements qui ne se basent pas sur la création d'un nouvel empire ou d'une hégémonie.
Alors, Besky dit que j'aimerais vous poser aussi une autre question sur la guerre et la paix, parce qu'il y a un lien direct entre vouloir imposer ou maintenir le modèle impérial et ce nouvel ordre qui apporterait la paix. Il y avait bien sûr l'argument du célèbre partisan du système américain Henry Carey qui opposait le système de paix universel au système du système de guerre universelle. Et si nous essayons d'arrêter aujourd'hui le nouvel ordre qui est en train d'émerger, nous allons vers une guerre. Si nous tentons de maintenir ce jeu politique d'équilibre des puissances ou des rapports de force, comment voyez-vous ce lien entre le système américain et la menace d'une guerre mondiale? Glenn Deason, si vous voulez un système hégémonique, il y a beaucoup de facteurs. Tout d'abord, dans le domaine économique, il faut que le monde entier dépend de vous, de votre pays, et que vous ne dépendez de personne d'autre. Et cela fonctionne habituellement en créant une connectivité entre d'autres États. Donc, si vous êtes les États-Unis, vous voulez que les Européens soient dépendants de vous et que les Russes aussi et les Chinois aussi. Et s'ils commencent à se diversifier, à travailler plus entre eux, cela compromet votre objectif. Et bon, on voit que l'intégration entre l'Allemagne et la Russie s'appelle la solidarité occidentale à l'époque récente et donc à l'intégration européenne. Et donc, je me demande pourquoi un système dépend de division. Cela se voit aussi dans la sphère militaire. On voit que pour être un hégémon mondial ou un empire, il faut avoir des systèmes d'alliance. Et il faut, pour utiliser un cliché, diviser pour régner. Et nous voyons dans le monde entier que si nous sommes simplement un empire mondial, si les États-Unis veulent rester un empire mondial, ils doivent garder certaines régions divisées les unes des autres. Et s'il y a une paix qui éclate vraiment, c'est une menace pour les menaces parce que les alliés pourraient rechercher l'autonomie stratégique. Ce que les Européens ont fait avec la guerre. Et c'est la même chose en Asie. Les États-Unis ont tendance à s'inquiéter en l'absence de problèmes, mais s'il y a des tensions entre Chinois et Indiens, par exemple, il y a généralement, ils sont en général un peu plus optimistes parce que ce sera un moyen d'endiguer ou de contenir les Chinois. De même pour l'Inde. Mais la Chine n'a pas de système d'alliance parce qu'elle n'ambitionne pas de devenir hégémonique ou impériale. Au contraire, elle ne veut pas diviser la région. Dans ce cas, dans cette optique, la guerre en Ukraine n'est pas bonne pour la Chine, n'est pas positive. Elle voudrait relier toutes les nations entre elles. Et si on regarde le Moyen-Orient, il voudrait travailler aussi en étroite collaboration avec les États arabes et il veut se rapprocher de l'Iran. Ils ne veulent pas simplement travailler avec certaines puissances, mais tous, y compris l'Iran. Alors, Anastasia, je veux remercier Glenn Deason pour sa participation.
Malheureusement, il ne pourra pas participer à la discussion, mais maintenant, je vais demander à José Vega, qui était candidat au Congrès américain dans la ville de New York, dans le Bronx. Il est connu pour ses interventions à des conférences publiques devant des journalistes, devant des personnes politiques, de gauche, de droite, de tout ce qui est entre les deux. Il est bien connu pour cela dans la ville de New York et parfois redouté. Il dirige aussi un petit mouvement ici de jeunes qui interviennent sur les campus et autres. Vas-y, José. On ne l'entend pas. OK. All right. First of all, let me just begin by saying Z dniem pobedi, which means happy victory day. J'aimerais dire heureux jour de victoire en ce 9 mai, qu'il a dit en russe. Et je voudrais commencer par rappeler les 27 millions de citoyens de l'Union soviétique qui ont donné leur vie pour vaincre les nazis et défendre la liberté. Je pense qu'en Union soviétique, il y a eu plus de morts civiles que militaires parmi les militaires. Donc, ce jour-ci, c'est une journée de commémoration de la lutte contre le fascisme. Pour continuer cette tradition, il faut éliminer l'oligarchie et cette maladie qui a contaminé l'esprit des gens. Et nous le faisons en continuant la lutte non violente dans l'esprit de ce qu'avait commencé Mahatma Gandhi et poursuivi plus tard par Martin Luther King. Comment continuer à se battre contre des forces maléfiques qui tentent de contrôler l'esprit des gens pour les amener à penser que nous ne sommes que des gens, que des animaux qui seront soumis ou obligés de subir des guerres sans fin. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'homme est intrinsèquement bon et qu'il est capable de faire beaucoup plus que de mener des guerres interminables. Donc, la conférence que nous allons organiser ces 24 et 25 mai près de la ville de New York est très important pour faire passer ce message. Et nous organisons beaucoup dans la région ici, sur les campus, dans les universités, lors des 2 dernières réunions de la Coalition internationale pour la paix. Mes collègues ont montré des vidéos et des photos de ce que nous faisons sur les campus. Il y a 10 ans, j'ai partagé la scène, le podium avec un militant des droits civiques. Je n'ai pas compris son nom, mais nous voulons créer un mouvement de non-violence à travers le monde entier. C'est ce que nous tentons de faire partout sur les campus, dans les événements comme cette conférence. Ce que vous pouvez faire aussi sur vos médias sociaux ou dans vos discussions avec des amis, des connaissances, etc. Ou encore lorsque vous affrontez des hommes politiques lors d'événements publics. Il y a eu récemment un exemple à New York d'une jeune femme qui a dénoncé Alexandra Ocasio-Cortez, je crois, parce que elle avait soutenu, parce qu'elle ne met pas suffisamment de pression sur les hommes politiques. Et lors d'un meeting politique dans la circonscription de Mme Ocasio-Cortez, elle a dit: pourquoi vous nous avez demandé de voter Biden, de voter pour les démocrates, alors qu'il ne s'opposait pas à la guerre d'Israël contre la Palestine.
Donc, cela crée une grande tension à travers le pays et ces tensions augmentent grâce en grande partie à nos interventions. Je n'en suis pas, bien sûr, pas responsable, mais j'ai eu une part à jouer dans ce mouvement d'opposition qui grandit aux États-Unis et partout contre ceux qui essayent de dicter ce que vous pensez et ce que font les États-Unis dans le monde. C'est une dynamique que nous avons créée, aidé à créer et que nous allons élargir beaucoup plus. Nous voulons augmenter cette tension saine de manière à pouvoir révéler au public toute la laideur qui mijote sous la surface pour qu'elle soit connaissante et que nous pouvons commencer le processus de guérison. Nous avons un terme concret, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent autour de ma campagne. Nous avons eu une réunion l'autre jour où j'ai été étonnée par le nombre de personnes qui ont participé, non pas seulement par leur soutien à mon programme, mais parce qu'ils veulent travailler ensemble vers un but commun. Et je vais terminer par encourager les gens de continuer à se battre pour la vérité, d'intervenir à toutes les occasions que vous pouvez. Quand je suis intervenue contre Rachel Maddow, une journaliste, en octobre, je suis simplement intervenue et j'ai dit la vérité de ce qui se passe dans le monde. Et je l'ai fait parce que tout le monde le savait. Alors, je me suis levée, j'ai dit, écoutez, il y a un génocide qui se déroule à Gaza. Les gens le savent. Il a fallu que quelqu'un ait le courage de le dire haut et fort. Merci, José. J'ai mis le lien pour ceci. Si vous n'êtes pas sur Zoom actuellement, vous pouvez voir le lien dans le chat. Avec cela, je vais encourager les gens sur les différentes plateformes à passer sur la plateforme Zoom pour la continuation de la discussion. Si vous êtes sur YouTube, Rumble, ou que ce soit, vous pouvez aller sur le site schillerinstitute.com. Vous pouvez vous y inscrire et vous recevrez un lien pour nous rejoindre sur Zoom. Donc, allez-y si besoin est. Je voulais juste rappeler que l'intervention que j'ai faite en octobre contre Rachel Maddow, c'était dans une synagogue, dans le temple Emmanuel, l'un des plus grands synagogues dans la ville de New York et dans le pays même. Et il y a beaucoup de gens qui vont pour leur bar mitzvah, etc. Ce n'était pas facile à faire, mais il a fallu dire la vérité. Oui, mets le lien dans le chat. Avec ceci, allez sur Zoom et nous allons passer à la transition. Oui, je voulais juste vous dire que Doctors Against Genocide, les docteurs contre le génocide, sont très actifs contre les sénateurs, contre les congressistes. Et des fois, ces gens-là disent oui, nous ne pouvons rien faire. Les congressistes, les sénateurs disent ça. Et non, non, et vous ne pouvez pas dire ça. L'administration Biden disait pareil. Les gens, à l'époque de l'administration Biden, on nous disait pareil. Il faut arrêter de dire ça. Il faut agir.
Et donc, et il y a quand même des gens qui sont au courant et les exemples sont abondants, sont nombreux du fait que l'administration Biden n'a rien fait. Et alors, peut-être qu'elle veut dire que certains veulent prétendre que c'était différent avec l'administration Biden par rapport à Trump, mais en fait, non. Aujourd'hui, l'administration Trump ne fait rien pour arrêter ce génocide, mais l'administration Biden n'a rien fait non plus. Et oui, tout à fait, Anastasia Battle dit oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Ce n'est pas une question partisane de savoir entre les républicains ou les démocrates. C'est une question humaine, une question de est-ce qu'on va être humain? Est-ce qu'on va arrêter ce massacre? Et ici, il y a des gens de gauche, de droite, de différents horizons qui participent dans ce dialogue de cette coalition pour la paix, car ils veulent mettre fin à à ce massacre contre lequel vous et votre organisation vous battez depuis malheureusement bien trop longtemps. Et merci, merci encore. Et nous aurons donc des questions maintenant qui vont arriver de différentes personnes.